Bonjour Aurore Lalucq. Une première question d'actualité avant de parler bien évidemment de Russie et d'Ukraine. On a appris hier que des perquisitions avaient eu lieu au Parlement européen pour des soupçons de corruption auprès d'anciens ou d'actuels députés européens. En cause, le chinois Huawei. Vous en avez entendu parler au Parlement européen. On sait qu'il y a eu déjà une précédente affaire avec ce qu'on a appelé le Qatargate. C'est une fois de plus une suspicion sur le Parlement ? Bien sûr, c'est une suspicion très clairement. Et puis c'est aussi une suspicion de corruption et d'ingérence. C'est les deux. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est les deux. On avait le Qatargate. Maintenant, on a cette affaire-là. À voir ce qui va se passer. Mais ça montre qu'en ce moment, les questions géopolitiques, en tout cas, sont extrêmement importantes. Et les tentatives de déstabilisation, terribles aussi. Alors, on est loin d'une trêve en Ukraine. Le ping-pong continue entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky au milieu. À quel prix on peut avoir une trêve ? Pas au prix proposé, en tout cas, par Poutine. On le voit bien. De toute façon, on le savait, en réalité, qu'il n'allait pas accepter les conditions mises sur la table. On voit bien qu'il veut le gouvernement, il le dit très clairement, il veut démanteler le gouvernement de Zelensky, il ne veut pas entendre parler de l'OTAN, il veut que les territoires qu'il a envahis de manière totalement illégale soient reconnus. Ça ne s'appelle pas une paix, ça s'appelle une capitulation. Et ce n'est pas possible. Et en fait, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que finalement, la force de Vladimir Poutine, c'est Donald Trump. C'est ça, en fait. C'est que maintenant, on attend avec peur la réponse de Donald Trump. C'est ça. Parce que finalement, sur le plan de l'armement, etc., sur le plan militaire, on sait très bien qu'on peut réussir, en fait, à gagner. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur allié, le meilleur atout de Trump, de Poutine, aujourd'hui, c'est Trump. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais on est effectivement extrêmement inquiet. Entre le début de l'invasion et aujourd'hui, on a dit à une époque, en tout cas un certain nombre de responsables européens ou même mondiaux, on dit le seul moyen d'avoir la paix, c'est que l'Ukraine gagne la guerre. Est-ce que c'est encore valable, cette expression, aujourd'hui, ou pas ? Bien sûr, c'est vrai. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut que le droit international soit respecté. Et on l'a toujours dit avec Raphaël Glucksmann, il faut envoyer des armes, des armes, des armes. Notre première ligne de défense, parce que Poutine ne s'arrêtera pas. Il s'est jamais arrêté, en fait. Notre première ligne aujourd'hui de défense, c'est l'Ukraine. Ce sont les Ukrainiens. Donc, il faut absolument faire en sorte de créer cette Europe de la défense, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on n'a plus le parapluie américain. Donc, il faut créer l'Europe de la défense. Il faut se mettre en économie de guerre et en production de guerre pour pouvoir produire un maximum d'armement et faire en sorte, que l'Ukraine puisse récupérer son territoire. En fait, tout simplement, c'est quand même pas dingue ce que les Ukrainiens. Vous avez dit dans une tribune dans Le Monde, nous devons mettre en place une économie de guerre. Emmanuel Macron a parfaitement raison. Il faut le faire, mais on ne peut plus se payer de mots. Il faut agir. C'est quoi pour vous agir pour l'économie de guerre ? C'est déjà où trouver l'argent ? C'est où trouver l'argent, mais en fait, l'économie de guerre, c'est 3 piliers. C'est la puissance publique qui dit quels sont ses besoins. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est les besoins qui vont créer derrière les nécessités et la façon dont on doit mettre en route l'appareil productif. Quels sont nos besoins en termes d'armement, mais pas que. J'insiste sur les questions aussi de communication, de numérique. On voit bien que si on n'a pas la communication, si on n'est pas souverain sur notre communication et sur nos outils numériques, on perdra en fait. Donc il faut déjà définir quels sont nos besoins. Et en fonction de ça, viendra derrière la question du financement. C'est un vrai enjeu, mais il y a plein de solutions. Mais j'insiste juste sur 2 points. Macron a parlé pendant des années d'économie de guerre. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il faut le faire. C'est le premier point. Le deuxième point... Au début, il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Donc, il y a eu aussi ce changement-là. Ça en plus, effectivement. Et puis, il y a un autre point, c'est que les moments d'économie de guerre sont des moments d'unité, d'union. Et en économie de guerre, on prend soin de quoi ? On prend soin de ses troupes. Et ces troupes, aujourd'hui, c'est qui ? C'est tous les travailleurs qui sont en train de produire des armements, qui vont produire encore d'autres installations. Donc, tous les discours antisociaux que je peux entendre en ce moment sont profondément irresponsables. Là, on va y revenir, mais... Et deuxièmement, vraiment, c'est un moment où il faut prendre soin de sa population. Alors, justement, on va revenir sur, je dirais, l'aspect franco-français, mais au niveau européen. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dit il y a 650 milliards qui sont prêts. Sauf que cet argent-là n'existe pas. Le but, c'est d'encourager les 27 ou 26, on verra ce que fera la Hongrie, à éventuellement dépenser en ayant la possibilité d'aller au-delà du déficit des 3%. Ça, c'est un leurre, parce que tous les pays ne vont pas forcément faire cet effort et ne peuvent pas forcément faire cet effort. Donc, quand vous dites qu'il faut d'abord des piliers avant le financement, il n'existe pas. Il peut exister. En fait, la réalité, c'est que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a certains pays qui vont pouvoir s'endetter
et qui doivent augmenter leurs dépenses en matière de défense, il y en a d'autres qui ne le pourront pas. La France est déjà, par exemple, très endettée. Je pense à la France et je pense à l'Italie. Et il faut faire attention aussi, dans ce moment-là, qu'on n'ait pas d'attaque spéculative contre la dette, d'autant plus que la Banque Centrale Européenne ne pourra peut-être pas intervenir comme elle a intervenu au moment du Covid. Donc je suis d'accord avec vous là-dessus, il faut faire très attention. Et par ailleurs, ce qu'il nous faut, ce n'est pas des solutions nationales, ce sont des solutions coordonnées au niveau européen. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, au niveau européen, les choses... Mais je le dis en tant que présidente de commission des affaires économiques, j'ai jamais vu l'Europe évoluer aussi vite. En 2-3 semaines, depuis le discours de Vance à Munich, tout a changé. Il y a une vraie prise de conscience. On a les mécanismes de financement. Ce sont des trucs très techniques, mais je pense au mécanisme européen de stabilité. C'est en gros 500 milliards qui peuvent être mis à disposition tout de suite. Mais ça doit se faire au niveau européen. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un accord politique. C'est ça qui va être le plus difficile à trouver finalement. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, ce qui a été proposé, c'est pas vraiment 800 milliards. On déshabille un peu Paul pour rhabiller Jacques. On essaye de trouver un peu de l'argent partout. C'est un premier pas parce qu'elle annonce des 150 milliards au niveau européen. Donc ça, c'est un symbole politique fort. Ça veut dire que... Sous forme de prêt. Sous forme de prêt, mais il y a un tabou qui est levé. On fait l'Europe de la défense, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on l'a fait ou est-ce qu'on en parle ? C'est pas la même chose. On a fait. Sincèrement, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on en parle. On est en train de la faire. À partir du moment où on se dit qu'on va se faire un endettement commun à l'ordre de 150 milliards, ça veut dire qu'on est en train de la faire. Mais encore une fois, il y a plein d'autres mécanismes à notre disposition. Et vraiment, j'insiste, le mécanisme européen de stabilité qui est là en cas de problème, c'est un montant de près de 400 à 500 milliards. Ça nous permettrait d'agir extrêmement vite. Donc, il y a des possibilités, en fait, européennes aujourd'hui. Et c'est au niveau européen que ça doit se faire. On doit être solidaires les uns les autres. Alors, je vous ramène un regard franco-français sur cette crise russo-ukrainienne. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale jeudi avec, entre autres, parmi les points abordés dans une résolution qui n'est absolument pas contraignante pour le gouvernement, c'est celle de l'utilisation ou pas des avoirs russes gelés. Certains disent on peut se servir des intérêts, mais on ne peut pas se servir des avoirs puisqu'ils sont gelés mais pas confisqués. Quelle est votre position, vous, à Place Publique ? Est-ce que vous êtes pour qu'on utilise ces avoirs malgré les réticences en termes de droit international ? On a toujours dit qu'il fallait utiliser ces avoirs. Après, la base du droit international, c'est qu'on n'envahit pas son voisin, en fait, et c'est qu'on respecte les frontières. Donc déjà, faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Ensuite, le seul sujet que ça pose, c'est que je suis émue de voir, en tout cas, tout le monde devient un spécialiste des actifs et des avoirs et de comment ça fonctionne, etc. Tout le monde devient spécialiste de ce qu'on appelle le post-trade en finance, qui est quand même de la technicité de la technicité. La réalité, c'est que ça pose des sujets en termes de stabilité financière, qu'il faut faire les choses correctement. Mais pour faire simple, c'est est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas, ou est-ce que c'est un débat on doit le faire. Politicien ou pas ? On doit le faire. Les seuls sujets que ça pose, vraiment, ce sont des sujets en termes de stabilité financière. Donc, il faut le faire correctement. Ça ne fait pas un peu le loi du talion, c'est-à-dire les Russes envahissent sans se référer au droit international, donc on peut leur prendre leur avoir gelé ? Je suis désolée, mais on est dans un moment où on doit se protéger. Enfin, on va se parler clairement, en fait. Si on fait tout ça, c'est pas par gaieté de cœur, en fait. Si on est en train de chercher de l'argent pour pouvoir se réarmer, si on a gelé des actifs, etc., c'est pas par gaieté de cœur. C'est qu'en fait, il y a un pays qui en a envahi un autre et qui, par ailleurs, ne s'arrêtera pas là. Donc, il faut faire ce qu'on doit faire. Je suis désolée, mais en période de guerre, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, on doit mettre tous les moyens à notre disposition. Et le gel et la confiscation et l'utilisation des avoirs russes en font partie. Alors, rapidement, un petit mot de Raphaël Glucksmann, je rappelle qu'il est coprésident de Place Publique et député européen comme vous. Il a dit de Jean-Luc Mélenchon qu'il avait un discours défaitiste sur l'Ukraine. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut aller au bout du conflit et ne pas forcément être pour la paix. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Raphaël Glucksmann ? Mais surtout, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Jean-Luc Mélenchon ? Je veux dire, il est toujours en train de dire matin, midi et soir qu'il veut la paix. Mais, pardon, qui veut la paix ? Les premiers à vouloir la paix, c'est qui ? Ce sont les Ukrainiens. C'est la défaite de l'Ukraine, la paix que veut Jean-Luc Mélenchon ? Ce sont les Ukrainiens qui veulent la paix, enfin. Qu'est-ce que c'est que ces éléments de langage, en fait ? Et puis, je vais vous dire aussi clairement, moi, les leçons de géopolitique de quelqu'un qui nous a expliqué la veille de l'invasion de l'Ukraine que jamais, au grand jamais, avec son mépris et sa morgue habituelle, les Russes n'envahiront l'Ukraine et que vraiment on ne comprenait rien, on était des va-t-en-guerre, je crois que dans le contexte actuel, je vais bien m'en passer. En fait, la réalité, c'est que là, nous, on est des gens sérieux. On avait alerté depuis le début, justement pour maintenir la paix, en fait, parce qu'on y est attaché. Et qu'en fait, c'est très simple d'avoir des discours de paix quand on est dans un pays en paix. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont en train de faire la guerre et qui sont en train de nous protéger, nous, Européens. Et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est les soutenir.
Alors, un mot très très rapide. Vous êtes en congrès ce week-end, à Place Publique. Le PS prépare le sien. Vous êtes partante pour que Raphaël Glucksmann soit éventuellement candidat commun de la gauche à la présidentielle? Alors, le Place Publique va faire son congrès. Vous avez 10 secondes. Ah, j'ai 10 secondes. Place Publique va faire son congrès, on va faire notre programme. Nous, ce qui compte, c'est d'accueillir correctement les plus de 10 000 adhérents que nous avons aujourd'hui. Le Parti socialiste va faire son programme et après, on verra pour le reste. Le principal, c'est le fond, le fond, le fond. Et puis après, pour le reste, on verra pour les incarnations. Eh bien, on en reparlera. Merci beaucoup, Aurore Lalucq. Avec plaisir, merci.